Présente-toi. Vince, anciennement Vince L'Appassionata, activiste hip-hop, activiste de l'ombre. Bah, toi, tu es dans la lumière et tu mets en lumière les acteurs, les artistes, les activistes. Moi, je suis dans l'ombre. Donc ouais, je suis tombé dans le hip-hop en 84. Comme beaucoup, c'était à Chippa-Chopé. Moi, j'habitais les Ulysses en 91. Ah, 91. Voilà, et donc à partir de là, 84, j'avais 10 ans, j'ai commencé à faire mes premiers six-tapes avec les copains, commencé à gratter un petit peu, rapper un peu, taper du tac, du grave, voilà tout ça, et ça m'a jamais lâché. J'ai toujours pratiqué, mais toujours dans l'ombre. Pas envie, et puis comme nous on était aux Ulysses bien éloignés, on n'a pas de moyen de transport, c'était un petit peu galère pour venir sur Paris, on est de temps en temps trop T'as cater. connu Cynic, tout ça, hein? Oui, enfin de loin, parce que c'est notre Thomas, génération. ouais. Moi c'est plus Fix PKR, Rodache, ce qu'on appelle Rodache. Los Monzas. Voilà, moi mon quartier c'est les Amons, Los Monzas, et toute l'histoire entre guillemets du hip-hop des Ulysses est partie de ce quartier, et entre autres avec un gros leader pour moi qui s'appelle Fix, qui a une actualité avec un album dans les bacs, qui est un gros militant. Quand on parle de hip-hop et d'activisme, lui ils sont carrément allés jusqu'à monter un parti politique qui s'appelait Émergence, engagé aussi en politique, enfin voilà. Donc moi c'était, ouais, on a quand même 10 ans d'écart. Moi j'en ai 42, ils sont un petit peu en dessous. Donc oui, je les ai vus grandir, on va dire. Et puis bah, moi j'ai un marque particulier, c'est que je suis posé en province du côté d'Angers. Et voilà, au début des années 2000, moi le constat que j'ai fait, c'est que des artistes hip-hop, il y en avait au taquet, pas mal de danseurs, le rap qui commençait vraiment avec une musique entre guillemets industrielle, avec une grosse commercialisation, enfin on sortait de l'âge d'or justement de ce qu'on appelait la plume du rap. Voilà, j'avais les platines, je mixais aussi, et je m'étais rendu compte, pas tout seul, que bah ouais, des artistes il y en avait plein, mais des gens qui allaient s'intéresser un petit peu à c'est quoi la culture hip-hop, comment la préserver, la défendre par rapport entre autres à des enjeux politiques, des intérêts économiques, industriels, où nous, gens du hip-hop, gens de la street, on captait rien. Donc voilà, suite à ça, bah, j'ai monté une structure sur Angers qui s'appelait Appassionata. C'est un label, compagnie de danse. Donc on a développé sur Angers tout ce qui était atelier. C'était avec Mourad. Alors j'ai bossé un petit peu avec Exprime, mais un très bon, ok. Et effectivement donc avec Mourad Vagabond, Mounir. Donc moi j'ai vu Mounir 17 piges à l'époque, personne ne le connaissait dans les studios. C'était une époque où justement il y a le CNDC à Angers. Où là quand on parle de politique publique du ministère de la Culture en 96, Catherine Trotman qui était ministre de la Culture a impulsé au niveau des scènes nationales qu'il y ait un accueil studio pour des compagnies en danse hip-hop. C'est là que la plupart des compagnies ont pu émerger. Après le délire de la Villette, Sobedo, on connaît l'histoire. Ouais. Et donc Exprime qui était la compagnie, un petit peu la compagnie historique sur Angers, avec Chan, Pierre, Mourad et Mounir, ils avaient eux accès au studio du CNDC. Quand il y avait une programmation type Storm, Mathias, Nasty qui venaient danser, voilà, ils avaient des masterclass, des stages, et donc ils ont pu évoluer. Surtout moi j'ai vu Mounir s'éclater tous les tendons, tous les nerfs, tous les muscles pour devenir la bête qu'il est devenu, et je sais que lui il doit rien à personne. J'ai vraiment vu son parcours. Donc voilà, pour la petite histoire, le petit Mounir. De là, moi c'était surtout pas mal dans le rap aussi, avec des artistes comme Wadi et Pelso, qui ont claqué le End of the Week entre autres. Voilà, donc de ce côté-là aussi. Et puis on a monté un événement qui s'appelait donc le Hip Hop Session. Ah, t'es à la base du Hip Hop Session? Alors, je suis pas à la base du Hip Hop Session. Celui qui est à la base du Hip Hop Session, c'est Yasmine HB2 à Nantes. Yasmine, c'est une bombe atomique. Voilà. Et humainement, il n'y a rien à dire. Historiquement, pour nous, dans l'Ouest, du côté de Nantes-Angers, c'est notre old-timer. Bah, je vais même te dire même mieux, c'est celui qui donnait des cours à 17 ans. Non, en 80, il donnait déjà des cours. Voilà, 80, il avait fait un premier battle, mais dès 82, il donnait déjà des cours. Et c'était sur Nantes, entre autres, c'est lui qui va former les futurs KLP, dont Nabil, ouais. Vagabond, Arabic Favor, Free Minds, donc voilà. Et donc, le Hip Hop Session, en fait, c'est né suite aux 10 ans de la compagnie HB2, où Yasmine voulait monter un événement qui s'appelait Break Up Hip Hop Session. Pour que les gens comprennent bien, Yasmine, celui qu'on voit dans Battle of the Year 95,
et qui fait spin, sauter. C'est ça, c'est ça. Et donc voilà, qui a vraiment impulsé les choses. À l'époque aussi, dans l'Ouest, un danseur très important qui a une autre carrière, lui plus du côté des scènes nationales, qui est Amal Diamor, qui danse entre autres, qui a un duo là avec Junior, Ouais, Junior. de ses dernières créations avec Tias, Brahim Boucher la Game, enfin voilà, un petit peu, ça peut être un petit peu. Problème qui se produit ici en ce moment. Voilà. Et donc voilà, moi j'ai connu toute cette histoire et donc Hip Hop Session à la base c'était les 10 ans de la compagnie HB2. Ouais. C'était en 2002-2003, 2002 on revient à la politique parce que dans le hip hop, même si on est soi-disant militant, on s'intéresse pas vraiment à ce qu'est vraiment la C'est vrai, politique c'est vrai. et comment la politique a utilisé, voire instrumentalisé notre culture. Et comment les politiques, les hommes politiques, les femmes politiques utilisent notre culture à but électoraliste. Et donc le Hip Hop Session, c'est suite à 2002, deuxième tour des élections, c'était Chirac-Le Pen, et un petit peu partout en France, dans les villes dites, ce qu'on appelle dites socialistes de gauche, oh là là, il y a une espèce de cogite, c'est pas bien, il y a les fachos, je sais pas quoi, FN au deuxième tour, faut qu'on récupère du vote dans les quartiers populaires. Ouais. Le hip-hop, pratique culturelle populaire d'excellence. Ah, il y a Youpla Boom, on y va, tout le monde. Donc c'est de là que va être impulsé l'original à Lyon, le hip-hop base de Lille, le futur Paris hip-hop, le hip-hop session, ben voilà. Et donc moi je vis cette histoire et après l'édition des 10 ans de la compagnie HB2. Dans quelle année? Ça, là on est en 2004. 2005, ouais. J'avais été moi Hip Hop Session en 2003-2004. Ouais. Voilà. Et c'était à l'époque, il y a eu la première grosse grève des intermittents, ça avait été repoussé, donc c'était, ça avait été repoussé à l'automne, c'est ça, donc 2004. Et première édition du Hip Hop Session, donc 2005. Moi je suis dessus. On est suite aux émeutes aussi de 2005. Et donc en fait le truc c'est, je rencontre Nico de Pick Up Production. Pick Up Production a été missionné donc par Jean-Marc Ayrault, à l'époque maire de Nantes, pour développer le machin. Donc avec, comme tous ces festivals qui sont nés, c'est pas les activistes du terre-terre qui sont battus pour aller chercher des financements, c'est les politiques. Voilà en gros la cuillère dans le bec, voilà la thune. Mais Montez-nous un Hip Hop Session, Vin, c'est quoi comme budget? Aujourd'hui, un hip-hop session, entre financement, on oscille on peut aller jusqu'à 500 000 avec une moyenne à 350 000 depuis que ça existe. Avec en gros 60% de financement public, de la billetterie derrière, sachant que quand tu as accès à des lieux comme le lieu unique, tu as accès à des lieux comme le Stéréolux, donc des SMAC, des scènes nationales, en gérant en gros une part de ta billetterie. Voilà, je sais que Nico, c'est un vrai passionné. Après, il est comme les autres à ce niveau-là, c'est le bras armé des politiques. Alors il fait du mieux. Son événement, le battle, entre autres, le battle Hip Hop Session, c'est devenu un des battles incontournables en France et à l'étranger. Mais ça vient pas, et ça fait encore polémique. Même là, moi j'y étais à la dernière édition. Big up à Big Favor, la Smala d'ailleurs, parce que ça c'est la famille. On part des qualifs et on pète tout. Bon on n'est pas Red Bull, on n'a pas été défrayé, donc on peut pas aller en finale, ça fait un peu partie du jeu, sans rentrer dans les délires de polémique ou autre. Mais honnêtement, tout le monde le sait, tu regardes, voilà. Et donc voilà, moi j'ai connu toute cette histoire. Avec Case et Nabil. Alors là, il y avait Case, Nabil et Nassau. Fever. Ah, Fever. Ouais, il y avait Fever qui représentait. Puis il y avait un côté, il y avait la Smala, Fever, parce que comme la Smala, Salim, Chakal et Fever, c'est arabique que tu connais très bien, avec Samir, Salim d'ailleurs. Tout ça pour dire que moi j'étais là dès le début, 2003, 2004, 2005 sur ces événements. Et j'ai également connu donc 2006, on se réunit à Nantes avec l'organisateur donc de l'original de Lyon, JM. Voilà. Nico et surtout Abdel également de Lille qui était sur le Hip Hop Days avant que Up Rock, le Battle of the Year n'était pas encore arrivé, parce qu'il y a eu les qualifs, mais ça a été toute une polémique aussi à cette époque-là, Et donc on se dit, ce serait peut-être bien d'unir un petit peu nos forces. De créer un réseau, tu veux dire. Voilà, d'essayer de créer un réseau en créant un maillage territorial au niveau national. Et d'essayer, moi je m'inspirais un petit peu de ce qu'avait fait ce qu'on appelle les musiques
musique actuelle, une fédération qui s'appelle la Fête du Rock, qui fédère les 140 salles de concert qu'il y a partout en France et qui ont un pouvoir de fou, quoi. Ont un vrai contre-pouvoir, voilà. Ils ont monté leur syndicat, une fédération. Aujourd'hui, c'est pratiquement 10 millions de l'État, du ministère de la Culture qui est distribué, les collectivités, enfin voilà. Et la moyenne des budgets de toutes ces salles, il y en a 140, c'est 1 million de fonctionnement à l'année. Donc voilà, nous, si dans le hip-hop, on arrive à cogiter, donc moi, c'est ce que j'ai souhaité impulser. Malheureusement, nous, gens du hip-hop, l'artistique, c'est cool. Représenter l'immigration, lutter contre le racisme, c'est très bien, mais quand il faut vraiment y aller, il n'y a plus personne. Et il y en a peu d'entre nous, les anciens entre autres, qui se sont pris la tête à cogiter sur quel modèle économique on peut développer, comment on peut essayer de monter une fédération tout en gardant nos valeurs, notre identité hip-hop qui est très très spécifique, et le hip-hop français, parce que même si le hip-hop c'est la première pratique culturelle mondiale, depuis 2004, en France également depuis 2004, les pouvoirs publics ils le savent très bien. En plus toi t'es quelqu'un qui regarde les chiffres et tout. Bah, il faut, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de monter ton petit battle et d'avoir de francs 6 sous. Là, je vois en ce moment, par exemple, Samir qui essaie de monter depuis des années, depuis 25 ans, il se tape sur l'Est. Comme beaucoup, il va avoir 2 francs 6 sous, on va lui mettre une salle à disposition, et puis youpla boum, tu fais ton battle. Là-dessus, les politiques, ils récupèrent le truc, ils communiquent à mort, et ça leur coûte rien. Et puis la force de Samir, c'est quand même qu'il a un réseau de la culture hip-hop qui fait qu'il pourra faire son événement, mais il le fera pas avec l'ambition qu'il a, quoi. Pas avec l'ambition qu'il a, pas avec l'accueil des danseurs comme il aimerait le faire, pas pouvoir non plus inviter les grosses teams internationales comme il aimerait le faire, rémunérer des gars comme toi à sa juste valeur, ainsi de suite. Et c'est 80% des organisateurs de battle en France, c'est ça. On se contente du peu, et on est tout content dans l'entre-soi, entre nous, quand ça fonctionne. Moi, quand je vois par exemple la danse contemporaine, j'ai rien contre la danse contemporaine. Voilà, les scènes nationales, pareil, on est sur des budgets entre 1 et 4 millions d'euros à l'année. Les SMAC, les scènes de musique actuelle, j'ai dit, la moyenne en gros, c'est autour de 1 million. Moi, je bossais là dans la SMAC de Nancy, on est à 2 millions d'euros de budget annuel. On est la première pratique culturelle. Aujourd'hui, le hip-hop, c'est plus d'1,5 million personnes en France. Voilà, c'est énorme. Oui, je sais que vous avez donné les chiffres de battle. Alors, mentionné. Voilà, donc parce qu'effectivement, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'à un moment donné, donc j'ai créé le premier poste dans l'institution française avec l'agence régionale d'Île-de-France, qui s'appelle l'Ariane, de conseiller artistique hip-hop. Et donc voilà, je connais un peu toutes les méthodologies et je me suis rendu compte que contrairement à toutes les pratiques qui existent en France, il n'y a aucun chiffre qui nous concerne, il n'y a aucune étude officielle. Aucune statistique, tu veux dire? Aucune statistique officielle, c'est-à-dire il y a eu pas mal d'études, surtout dans les années entre 2005 et 2006. Mais c'est la sociologie peut-être, non? Alors, la sociologie, avec comment justement le hip-hop fait un peu bouger les lignes sociales. Hugues Bazin, tout ça là. Hugues Bazin, lui qui a fait sa thèse justement sur le hip-hop et qui a donné à voir voilà, les actuelles forces entre autres, en plus de Jean-Pierre Thorne, leur notoriété au niveau national, elle est passée par ça, entre autres, par la médiatisation à travers des films, des clips, et puis Hugues Bazin. Mais Hugues Bazin, elle n'a rien à voir avec le hip-hop. C'est un sociologue très très à gauche, et pour lui, le hip-hop, voilà, en gros, c'est des valeurs de gauche. Quand on parle de politique, moi je suis pas politisé, je suis pas un politicien. La droite, la gauche, c'est la même. Ils nous la mettent, c'est la même carotte. À gauche, on va un peu parler de social, sauf que nous, dans le hip-hop, on est tout de suite autour des marques, on aime le business. Et quand je parle de hip-hop, moi je parle pas juste de danse. C'est vraiment, il y a la musique et toutes les disciplines artistiques qui vont avec, les branches. et l'économie qu'on a développée. Aujourd'hui, le hip-hop, ça génère pas loin d'1 milliard d'euros en France de chiffre d'affaires par an. Les marques de fringues, les entrées de spectacle, les droits d'auteur pour les musiciens, donc les musiciens, rappeurs, DJ, ainsi de suite. C'est énorme. Qui c'est qui récupère ça? Pas nous. C'est les grosses majors, c'est les marques qui sponsorisent ton événement. Ils donnent 3 t-shirts, 4 casquettes, 2 sacs à dos, mais ils donnent pas de thunes. À part maintenant Puma un petit peu avec le Battle of Juste Debout. Et pareil, par rapport à ce que ça peut générer comme revenu en termes d'image, de retour sur image, c'est peanuts. Quand on compare au foot, à l'athlétisme, au tennis, voilà, je prends Red Bull également. Quand tu vois que c'est les mecs, des Lilou, des Mounir, ont leur tête sur les packs partout en Europe, et que voilà, à part, il s'est payé une misère alors qu'il devrait être rémunéré en centaines de milliers d'euros, voire en millions. Voilà,
Voilà, moi c'est pourquoi, mais parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui se tape. Là, le dernier truc en date, c'était le DSPD Hip Hop. Ah, DSPD. Alors tout le monde monte au créneau, du oui, du non, du. Moi, alors beaucoup de gens m'ont demandé mon avis. Je suis pas contre, je suis pas pour. Je suis pas pour la manière dont ils nous l'ont amené, mais je suis pas contre de la formation professionnelle en hip-hop et professionnalisante. Je pense que la plupart de ceux qui ont dit non, qui sont tous également des formateurs, ne sont pas contre dans le fond. Mais encore une fois, quel rapport de force on a, quels arguments on a. Ouais. Très honnêtement, à part Mourad, qui j'ai pas mal discuté, Mourad Merzouki, qui a été pas mal critiqué dans cette histoire-là. Ouais, je sais, c'était notre. Voilà, lui, il a réussi à avoir des outils dont tout le monde rêverait. Un CCN nous donne des moyens, tu tournes partout dans le monde, mais c'est un des seuls. La plupart de ceux qui tournent aujourd'hui dans les scènes nationales qui sont programmés, il y a un gros travail que Mourad a fait que personne n'a vu. Il a un peu rassuré tous ces programmateurs venus d'ailleurs et qui avaient peur de notre culture, Il a chaque fois de tout le monde, quoi. de nos gens. Enfin voilà, donc moi tout mon taf ça a été ça. Ça a été d'essayer de comprendre. Je parlais de sociologie, d'abord l'aspect social, l'aspect économique. Et moi mon combat, ma démarche, mon activisme entre guillemets, je suis toujours dans l'ombre. Je ne me mettrai jamais à la place des danseurs, des rappeurs, des DJ, des beatboxers. Mais j'ai toujours été là, par exemple, premier championnat de France de beatbox à Angers, je suis là. J'impulse les choses. Le réseau national des festivals hip-hop, voilà, il y avait le Botti, il y avait le Juste Debout, il y avait les 12 plus gros événements de France. Je suis présent, j'impulse le truc. Malheureusement, le rapport de force en interne, il y en a toujours qui sont positionnés, qui sont là pour tirer les ficelles. Tu parlais de JM qui aujourd'hui est directeur de la place, le projet La Place, c'est moi. C'est moi qui l'ai posé, qui l'ai créé, qui ai rencontré les élus, qui a monté tout le projet artistique et pédagogique, qui a travaillé sur le budget. On avait monté un comité de pilotage à l'époque. Dedans, il y avait Cheyenne, il y avait Thierry, donc Nasty, il y avait DJ Fab, il y avait DJ Cozy, il y avait Kondo. Il y avait du beau monde, quoi. Voilà, les anciens légitimes, toujours une actualité et qui sont arrivés dans une démarche naturelle de transmission. Parce que l'objectif de ce lieu, c'était surtout pas de créer un énième lieu de diffusion. Mais ce qui nous manque pour le hip-hop, c'est la transmission. Avoir le lieu pour transmettre et commencer à travailler aussi sur la formation. Quand je parlais de formation professionnelle, pas forcément avec des diplômes derrière. Mais comme on sait, on est en France, en Europe, t'as pas de diplôme, t'as beau faire toutes les formations, c'est sûr. ça sert à rien. Et on a un vivier de gens avec une connaissance de ouf. Je vois ce qu'on a pu expérimenter par exemple à travers la Juste Debout School. Moi j'ai accompagné Brooks à sa demande au tout début en 2009 à monter le projet. Voilà, il y a un vrai potentiel, il y a un vrai savoir, il y a des vraies compétences, on en fait partie. Il y a une Bible. Comme toi, je suis conférencier, pas sur les mêmes choses. Ouais. Moi, mes conférences, c'est je vais être invité par des directeurs de SMAC pour leur expliquer comment on introduit le rap dans leur lieu, des scènes nationales, de comment on monte des projets d'action culturelle autour des danses hip-hop. Voilà, moi, c'est plus ça mon combat. Il y a des gars comme toi qui connaissent un truc de ouf, qui connaît tout le monde, qui connaît l'histoire de chacun, des lieux, des danseurs, des gestes, bref, il y en a d'autres, je prends un Thierry, Nasty, pareil. Nasty, ouais. Il va te sortir au fin fond de l'Amazonie, qui c'est qui a sorti tel step. Voilà, il y a des bibles, un mec comme Bruce, pareil, qui pour moi est une grosse référence, quelqu'un que j'ai toujours respecté et apprécié, qui pour moi a réussi à un bête d'événement et qui a réussi à se préserver. Malheureusement, aujourd'hui, le hip-hop s'est cadenassé. Je vois par exemple JM à la place, je l'ai fait savoir via les réseaux sociaux, je me suis exprimé. Pour moi, il n'y a pas pire imposture. Le mec arrive de Lyon, l'original, citez-moi un seul artiste de Lyon qui a émergé alors que l'original avait un monopole. Je parle de monopole, c'est-à-dire politique, les salles, les financements. Il n'avait rien pour les autres. Il n'y a aucun artiste de Lyon qui a émergé sur la scène nationale. C'est lui qu'on nomme directeur pour accompagner les artistes parisiens à émerger sur la scène nationale et internationale. Ça m'interroge, le mec n'a jamais dirigé un lieu, il ne sait pas ce que c'est que la pédagogie. Bref, à ses côtés il y a Nasty, donc Mourad. J'aime bien Mourad, on a passé des bons moments et j'étais un petit peu déçu. C'est pas être polémiste pour être polémiste. Ouais, j'ai bien compris. Je sais d'où ça vient, je sais d'où ça sort et je suis assez inquiet. Le hip-hop session, voilà, moi Nico, j'ai compris. Mais pour revenir sur la place par exemple, toi tu penses que ce lieu-là, ça va être un énième endroit, genre une espèce de médiathèque ou un fourre-tout du hip-hop, mais que ça va pas faire bouger les lignes au niveau de Paris?
Non, justement, le truc, c'est en plaçant un mec comme JM, par exemple, c'est comme un Thomas Raymond Lawari, on a très bien parlé dans son interview. Je respecte les individus. Après, là, je parle des postures et des fonctions. Ouais. C'est pas la personne en tant que telle que je vise. J'ai compris. C'est qui fait quoi et comment. Après, c'est que mon point de vue, et je suis pas le seul à le partager, c'est basé sur une putain d'analyse. Je sais de quoi je parle. Oui, bien sûr que c'est fait pour cadenasser le truc. Quand je connais, moi, je suis à l'origine du projet, je sais, à la base, jamais les politiques, jamais la ville de Paris n'avait réfléchi à monter un lieu hip-hop. À la base, ce truc-là, c'est nouvelle équipe municipale suite aux élections de 2008. Bruno Julliard est nommé à l'époque adjoint à la jeunesse. Ils n'ont pas de projet, si ce n'est, bah voilà, il faut reconstruire Châtelet-Léal, il faut le rénover, il faut le moderniser. Et puis, bah, on veut que les touristes étrangers viennent fréquenter la structure. Et puis, bah ouais, à Châtelet, bah, on a toute notre jeunesse parisienne qui est présente, et que quand on vient de l'étranger, même quand on vient de la province, bah, quand on n'est pas habitué, avec les clichés, la disquette qu'on nous met dans les médias entre autres, t'as vite peur, façon de parler. Et donc en gros, c'était de créer une structure jeunesse derrière, dans le jardin, pour que les jeunes, au lieu de squatter devant le footlocker, et qui va plus faire peur aux touristes, en gros qu'ils soient un petit peu cachés. Moi quand j'ai rencontré, donc c'était à l'époque Marion Boyer qui était directrice de cabinet de Bruno Julliard, qui l'est toujours d'ailleurs, j'ai dit, bah, je sais pas, on est à Châtelet-Léal, lieu historique, tu fais partie de ceux qui ont fait que ce lieu. Oui, bah, c'est lui qui veut venir par les gros événements à Châtelet-Léal. Voilà. En 8 ans, 9 ans le tabac. Lieu historique de la danse hip-hop, le hip-hop, première pratique culturelle mondiale et française, Paris, deuxième capitale mondiale après New York, les magasins, la jeunesse qui vient là, c'est hip-hop, il n'y a aucun lieu qui existe pour ça en France. Paris, ville de la culture avec rayonnement mondial, il serait peut-être intéressant de réfléchir à un truc. C'est parti de là. Donc c'est venu d'un activiste hip-hop. Moi à l'époque je bossais à l'Ariane Île-de-France, et cette rencontre elle s'était faite en 2008 lors du festival Paris Hip-Hop. Le Paris Hip-Hop c'est pareil. Derrière c'est Bruno Laforesterie qui est président, aussi le directeur de la radio Le Move, qui était conseiller spécial de François Hollande pour les élections de 2012, pour les cultures urbaines. Enfin voilà, ils sont placés. Donc ils sont pas là pour faire développer le hip-hop, mais entre autres l'underground. Je suis assez d'accord avec Benji et toi quand vous dites l'underground est mort. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire qu'un underground, c'est qui c'est qui porte ses couilles comme tu le dis, qui c'est qui est vraiment à l'origine des trucs, voilà. Et donc aujourd'hui, il y a des têtes de gondole qui sont placées, JM en fait partie, ils sont juste là pour contrôler, ils sont pas là en gros pour développer. Là ce week-end, c'est le Chill in the City au Big Up. J'ai eu l'occasion pas mal échanger avec Greg autres là-dessus. J'essaie d'apporter moi ma petite valeur ajoutée en termes de réseau, de stratégie de développement, parce que je crois en ce projet et je trouve qu'il est, voilà, c'est ce qu'il faut aussi. Ça manque, c'est ce qu'il fallait. Ça tombe le 28 mai. Le 28 mai, rendez-vous hip-hop partout en France. Commande du ministère de la Culture. Faut pas oublier encore une fois que cette commande elle a été faite en octobre avec une annonce du Premier ministre, au même titre que le DNSPD, et le Buzz Booster. Le Buzz Booster, la petite histoire du tremplin national des musiques hip-hop, c'est Abdel donc de Lille, ex-manager de la Secret Connection, anciennement Hip Hop Days, François Demarche qui était le directeur aussi de Col 911, donc qui organisait le Hip Hop Days, et moi-même qui avons développé tout le réseau, comment les critères d'évaluation, ce qu'on attend des gars sur scène, tous les partenariats et ainsi de suite. Et hop, c'est récupéré. Aujourd'hui, donc l'État, le gouvernement socialiste qui est en panique un petit peu partout, n'a plus de ressources au niveau social. Tu blais. Mais comme il y a plein de places. S'il vous plaît. Donc ouais, bah voilà, c'est ça, on est au centre, ça bouge, il n'y a pas de mal, ça fait partie, c'est les gens, chacun tape dans son coin. Donc là, le 28 mai, bah voilà, l'État français, via Manuel Valls, alors qu'on est actuellement dans une grosse crise, c'est la grève de partout, et il n'y a plus d'essence, les gens gueulent, loi du travail, ainsi de suite. Et ben là, ce week-end, on va vous ambiancer avec du hip-hop, avec des événements gratuits de partout, avec des KRS-One gratos, des battles, ainsi de suite. Tout ça payé par le ministère de la Culture. Le 28 mai. Donc avec l'argent de tout le monde, sauf que ce budget fait qu'il n'y aura plus rien pour personne. Parce qu'ils ont bouffé tous les budgets. Et ça, on est juste un an pile poil avant les élections présidentielles. C'est pour acheter des voix. C'est
pas pour aider et développer le hip-hop, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire. Donc tant mieux pour les artistes qui sont programmés, c'est bien pour le grand public qui ne connaît pas non plus le hip-hop, parce que ça permet justement d'y avoir accès quand même sur des grosses têtes. Quand on parle de KRS-One gratos, c'est quand même une référence, surtout avec ce qui se passe avec Bambaataa actuellement. Voilà, ça rassure un petit peu, on a une autre tête d'affiche, un autre symbole qui prend de plus en plus de place. Mais là-dedans, ils sont les acteurs hip-hop, à part être programmés. Qui c'est qui est à l'origine de ça? Tu prends le concept du Paris Hip Hop, ouais, on fédère tout le monde, montez vos projets, et nous on fait votre com. Mais il n'y a pas de budget en plus pour les mecs. Là, par exemple, le Chill in the City, ça rentre un petit peu dans la programmation. Mais on n'a rien avec eux. Voilà, il y a quoi comme retombée, si ce n'est que vous apportez de la force. Le budget, là, Paris Hip Hop, c'est au minimum 800 000 euros d'argent public. Et en gros, tout ce qui se passe, tous les financements région, les conseils régionaux pour la culture, en particulier pour la culture hip-hop, tout est bouffé sur cet événement. Pour les autres, dans les autres bêtes partant en Ile-de-France, il n'y a pas grand-chose. Si ta ville est peut-être pas, tu peux pas le faire. Donc voilà, et le problème pour moi, c'est pas que ça existe ces trucs-là, tant mieux que ça existe, mais ils sont où les acteurs hip-hop? Elle est où la parole des activistes hip-hop? Elle est où s'il fallait une fédération ou un syndicat? Le DNSPD hip-hop, ça fait émerger un petit peu toutes ces problématiques. Alors moi, je vais dans ce sens-là, comme j'ai dit, tout est prêt, j'ai fait des propositions, ça fait 20 ans que je bosse là-dessus, s'il y a besoin, moi, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à s'accaparer les choses, mais je sais pas pourquoi on veut pas. Alors, des problèmes d'ego, problèmes d'histoire entre les gens, sûrement un manque de compétences. J'ai des compétences, mais je suis pas le plus compétent d'entre nous. Je suis pas le meilleur artiste, mais dans ce domaine-là, je maîtrise le sujet. Ouais, française. Hein. Voilà. Et donc voilà, en gros. Et moi, le seul truc, c'est, j'espère juste. Tu vois, par exemple, le 104, c'est cool. Ils ont ouvert le truc. Derrière, moi, il y a un mec que j'ai envie de big up aussi, c'est François. François Hairstyle. Voilà, François Gautret Hairstyle. Là, tu parlais de médiathèque hip-hop, quand tu parlais de la place ça va être un lieu mini snack, tu vois, mini truc comme ça existe déjà, mais pour le hip-hop, et ça va être super sélectif là pour l'instant. C'est l'effet de curiosité, c'est nouveau, tout le monde, ouais, c'est génial, c'est super, on met des likes, machin, mais je connais le truc, je sais que ça va être vite fermé. Un mec comme François, le travail qu'il y a aujourd'hui sur le 104, moi j'étais là quand ils ont lancé les conférences avec les premiers directeurs. Hip-hop théorie. Les hip-hop théorie, quand avec les premiers directeurs qui ont ouvert le lieu, François il s'est battu. La vraie médiathèque hip-hop, c'est lui qui l'a fait. Bien sûr. Il a toujours mis en valeur les activistes et les acteurs, les artistes hip-hop. Il s'est jamais lui enflammé. Il se l'est jamais pété. Quand tu connais l'histoire, tout ce qu'a fait ce mec-là, c'est comme Samir. Et ça, c'est les vrais mecs, c'est comme toi. Toi, t'as fait beaucoup de reproches et je connais beaucoup de gens qui ont voulu te clasher. Je fais partie de ceux qui ont vu ces gens-là arrêter avec Yuval. Par exemple, Jimmy, que t'as revu, Jimmy, c'est un petit que j'ai emmené avec moi en tant qu'animateur. Ah ouais. Tu vois, qui est danger. Je dis, il faut arrêter. Yuval, il a son personnage, je te l'avais dit quand on s'est C'était quand c'était vu, c'était en avril l'année dernière à Montpellier pour un petit débat autour du Gothic. Avec Thomas, Lawari, Salim et tout le tralala. Et Samir. Et Samir. Samir n'était pas dans notre discussion. Samir, lui, justement, il est dans l'ombre aussi, dans la lumière quand il faut. Mais lui, c'est l'artiste activiste. Tout ce qui va être politique, prise de tête, lui va se mettre à côté de ça. C'est pas son truc. Donc voilà, moi je big up François parce qu'il fait partie de ceux qui ont vraiment fait les choses, en tout cas sur Paris. Et moi, le seul truc que je souhaite, c'est que ça avance de plus en plus. Je vois ma petite ville à Angers, pareil, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a un bon battle debout qui est OK, qui est la scène nationale. Tu parlais de Mourad tout à l'heure, il a développé son projet aussi. Je vois Mounir, il est loin, Mounir, c'est très high level. Je vois, avec Arabic Flavor, Araflave, j'ai donné un petit coup de main pour impulser un petit peu le développement. Ça commence, entre autres, pouvoir faire en sorte la première vraie résidence avec tous les gars, travailler une vraie cohésion et sortir du délire. C'est une dream team. Non, c'est une vraie famille. C'est un vrai crew, une vraie famille. Et gros bigas qu'aujourd'hui, c'est pour le plus gros palmarès. Donc voilà, en gros, ce que je peux dire. Mais comment je sais que les gens, il faut toujours appeler à toi quand c'est des dossiers pour construire les choses? Alors,
Je me suis toujours posé la question parce que je fais partie de ces rares personnes. Moi, j'ai introduit l'institution jusqu'au plus haut niveau. C'est-à-dire que je me tapais les réunions en direct dans le cabinet du ministère de la Culture. À l'époque, avec Albanel, entre autres, donc la ministre en direct. À l'INGEP, au ministère de la Jeunesse et des Sports. Voilà, dans les conseils régionaux, dans les conseils départementaux. C'est-à-dire que tout ce qui est institutionnel, je maîtrise le sujet. Et comme on est en France et que 90% des projets culturels, de jeunesse et sociale, c'est de l'argent public, contrairement à l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis ou la Corée, mais c'est du privé. Nous, chez nous, c'est du public. Et bien, un peu d'entre nous maîtriser vraiment les tenants, les aboutissants. L'école, la façon de parler. Et comme je me suis aussi spécialisé dans la pédagogie, la formation, les premiers mecs qui ont voulu monter des formations professionnalisantes en danse hip-hop, c'était soit Mick Guillaume, qui avait rien à voir avec la danse hip-hop et qui l'a bien instrumentalisé, ou moi. Donc voilà, je pense que c'est ça. Et puis la passion, le kiff, je pense savoir un peu de quoi je parle aussi, la crédibilité. Après, voilà, comme beaucoup, un peu comme Salim, Yann, comme toi, on est des têtes de cailloux, c'est-à-dire qu'on a des égos très forts et à partir du moment où on sent que ça va plus, pas comme on le veut nous exactement, mais que ça commence à partir un peu en cacahuète, il y a de la récupération de l'instrumentalisation en ce qui me concerne, tout de suite je m'esquive du projet. Si je sens que ça ne va pas aller au bout, parce que manque de solidité au niveau de la cogita intellectuelle, je ne parle pas du projet artistique, en France, il y a plein les tueurs, c'est pas le problème, mais la solidité. Les gens qui entretiennent le projet et qui vont au bout du projet, en restant intègres à leur ligne directrice. C'est ça, en défendant vraiment les valeurs hip-hop. Un que je big up aussi, que tu connais bien, qui est Stéphane Ragobert, qui a fait un bon stage sur Angers aussi pendant un bon petit temps. Voilà, il fait partie aussi de ces gens, alors de cette première génération, passionnés, activistes. Il est resté longtemps à Angers. Il est resté 5-6 ans quand même. Ouais, je me rappelle. Mais il fait partie un peu comme les premiers d'Actuelle Force ou tous nos anciens que tu connais tous, qui sont restés eux sur leur histoire, un petit peu sur le fantasme du début des années 80 et qui ont à un moment donné transmis des valeurs, ont transmis la danse ou le rap ou autre, mais qui ne se sont jamais vraiment intéressés au business parce qu'on est venu les chercher. Quand tu prends l'époque Sobedo, qu'est-ce que tu te prends la tête, tu vois, voilà. 93, 94, où là on réunit tous les crews de l'époque, Macadam, Boukissa et Actuelle Force pour citer que, et c'est l'État, les pouvoirs publics qui te prennent en charge, on est bien, tu vas pas te prendre la tête. Quand t'as le Philippe Moura à l'époque avec la Villette qui vient te voir chez toi, allez viens rap, je vous paye tous le train, vous allez prendre un petit cachet, machin là, tu te prends pas la tête, allez on monte truc initiative d'artiste à la Villette, une petite Chloé, tu fais du bon boulot. Mais en fait on est toujours dans une forme de paternalisme et d'assistanat. Et il y a peu, voire personne d'entre nous issus du mouvement hip-hop qui tient les rênes d'une salle, d'un lieu, d'un business. Chloé Lenôtre par exemple, elle vient, elle est administratrice de compagnie contemporaine, elle fait du très très bon boulot. Mais pour toi, jamais les gens issus du terre-terre, issus du hip-hop, il n'y en a pas, il y en a très peu. Là effectivement il y a JM, la place ou le flow, même le flow. Tu vois, il y a Malik qui bosse là-dessus, puis Malik également. Il n'est pas directeur. Non, c'est Olivier Sergent. Voilà, c'est les mecs, c'est les fonctionnaires. J'ai rien contre les fonctionnaires. J'ai les concours de la fonction publique, mais je suis pas fonctionnaire. J'ai les concours pour savoir comment ça marche ce truc-là. Mais j'ai jamais voulu être fonctionnaire. Il n'y a personne d'entre nous qui tient un lieu. On prend le Battle of the Year, la Wari a très bien expliqué. Un mec comme Thomas Raymond, à la base, le hip-hop, il s'en bat les couilles. Lui vient du métal et du skate. J'ai des skateurs sponsorisés, je kiffe le skate, le BMX. Mais c'est pas là, c'est pas comme le hip-hop. Ça vient pas des mêmes, par les sociologies, côte Est, côte Ouest. On a vraiment les mecs du terre-terre dans les quartiers, le Bronx, Brooklyn, tu vois, pour le hip-hop du côté de l'Est. Et puis de l'autre côté, les skateurs, c'est les mecs l'été, on peut pas faire de surf, les piscines c'est la sécheresse, elles sont vides, on va faire du skate dans nos pavillons, dans nos piscines. On est dans un autre niveau social, tu vois, il faut que tout le monde se rencontre, mais c'est pas les mêmes vibes, c'est pas le même combat, tu vois. Et voilà, moi mon combat c'est... T'as cité tout le monde, t'as oublié Olivier Meyer. Olivier Meyer, alors Olivier Meyer je le connais pas personnellement, même si à l'époque quand je bossais à l'Ariane Île-de-France, j'ai eu affaire donc à Suresnes, en particulier le projet Suresnes Connexion. J'ai accompagné monter ce projet-là, donc autour de la formation.
Nabila qui est une super femme. Ouais, Olivier ça va. Meyer, j'ai rien contre lui à titre personnel. Il a donné à manger à beaucoup de gens. Maintenant, sûr. encore une fois, on parlait de paternalisme. Comme beaucoup du mouvement hip-hop, c'est le seul reproche que je lui ferai, espèce de paternalisme. Un mec comme Yassine Amblar également qui développait un peu le concept à l'époque de Move in Action, Move in Action, ouais. qui développait le concept de colonialisme culturel. Tu vois, et ben voilà, pour moi Suren c'est ça, c'est une forme de colonialisme culturel où vous, gens du hip-hop, en gros vous êtes des petits ignares, mais vous avez une super matière à exploiter, mais vous savez pas le faire. On va vous mettre nous les stars, les grandes étoiles, pour vous encadrer, et laisser les grandes chorégraphie pour. voilà, sauf que c'est les grandes étoiles qui ont surtout appris de nos danseurs hip-hop. Là, il y a eu de beaux échanges. Je prends par exemple Amala et Junior. Génial, moi Amala pareil. C'est un des seuls danseurs hip-hop. Je l'ai vu danser 12-13 ans en boîte à Angers. Il a fait le CNDC. C'est un des seuls qui a, voilà, comme Olivier Lefrançois, qui a un DE qui permet de faire avancer. Malheureusement, il n'y a rien en danse hip-hop, donc ils ont fait faire du contemporain, du modern jazz, ou ainsi de suite. Mais malgré tout, c'est des vrais hip-hoppers et ils apportent en termes de, je dirais, de monter vers une forme d'excellence dans la pratique. Pareil, tu prends un mec comme Olivier Lefrançois, toutes les grosses compagnies, les gros coups, entre autres en tête, Junior pour son solo, ils vont faire appel à lui. Tu prends Bintou, gros big up à Bintou Dembélé, c'est pareil, il va travailler avec un Olivier Lefrançois. Parce qu'il y a de vrais échanges. Je parle pas de Sébastien Lefrançois, hein. C'est Olivier. Hein. Donc voilà, donc Olivier Meyer, pour répondre à ta question sur NCT Danse, ouais, bah c'est bien, c'est le rendez-vous politique. Ça permet aux gens du 92 un petit peu huppés de venir s'ambiancer sur des danses dites, je trouve encore un peu exotiques, mais effectivement ça a quand même permis à des gens qui étaient danseurs de devenir chorégraphes, à des chorégraphes hip-hop, je pense à une cellule FF par exemple, d'accéder à une forme d'excellence dans sa danse. Je pense à des Pokémon, bon, même si grâce à leur histoire et en particulier à Salim et Lilou, parce que c'est quand même Salim qui est quand même beaucoup à l'origine de ce qui s'est Il y a aussi Riyad qui a aussi administré. C'est une autre histoire, Riyad je le connais pas personnellement, et c'est pas lui qui est à l'origine de Pokémon. Lui il a amené le truc justement, rentrer dans des trucs comme Suren. Tu vois, parce qu'il a raison, parce que les battles si tu les gagnes pas, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Tu n'en vis pas. Il m'a dit qu'à un moment donné il fallait professionnaliser le truc, voilà. Et que ça permettait aux danseurs. Exactement, et ça là-dessus il était visionnaire par rapport au game. Bah, visionnaire, oui et non, il a compris rapidement, parce que Pokémon a eu ses opportunités. On est à Lyon. Lyon, c'est la maison de la danse, c'est la capitale de la danse en France, avec un historique derrière, incroyable, Mourad Merzouki qui adhère à tout, la maison de la danse, Guy Darmé, Paul Pic par la suite. Donc il y avait toute une histoire derrière. Et donc Pokémon, qui ont gagné les titres, qui ne doivent rien à personne par eux-mêmes, à un moment donné, tu es champion du monde, tu es plus titré, tu danses devant l'opéra, c'est normal de rentrer dans l'opéra pour danser. C'est exactement ça qu'il m'a expliqué. Tu vois, moi je l'ai vécu à l'époque avec le CNDC dans les années, fin des années 90, c'était la même chose. Un mec comme Mounir, à l'époque, c'est le mec qui les manageait, c'est le mec qui s'appelle maintenant Jarrik, tu vois, chez Arthur. T'as rien à voir avec le hip-hop non plus, tu vois, mais qui avait capté le truc. Et à la base, Exprime, c'était une compagnie qui était accompagnée par une scène nationale pour tourner. Ce qu'avait compris également Dirk, tu vois, quand on parle de Yacine ou Action, Dirk Corel, avec Storm. Et donc, Riyad, c'est pas lui qui est à l'origine de Pokémon, gros big up, hein, c'est le boulot qu'il fait. Mais voilà, Suren, pour moi, ça a permis de développer une forme d'économie, mais ça a mis aussi beaucoup de gens dans la merde comme la Villette, parce que beaucoup ont fait la professionnalisation, mais une fois que tu as fait ça, Suren, la Villette, tu as fait tes 5-6 cachets, t'es loin de tes 53 cachets à faire pour faire ton intermittence. Voilà, et Pokémon, lui, justement, Riyad, ce qu'il a réussi à bien valoriser, c'est l'étranger. Exactement, avec ton voilà. Moi, j'étais très proche aussi de José Bertogal, j'habitais avec lui en colocation, donc compagnie coréenne. Le premier exemple de professionnalisation de réussite de tournée nationale et internationale, c'est Coréam. Coréam, c'est une école de mouvement dont beaucoup se sont inspirés, entre autres l'école Van Tempo aussi par la suite. Donc voilà, c'est toutes ces histoires, mais jamais. Il y a un mec que je veux big up aussi qui tient un théâtre, c'est Marc Le Blatin, directeur du théâtre de Chelles. Qui a beaucoup accompagné aussi à l'époque pour Zoubir le Shell Battle Pro, qui a Fasté, qui a son événement, lui qui a toujours été sincère, d'autres beaucoup moins. Philippe Moura, il a accompagné le truc, mais voilà, c'était à répondre aussi à une volonté politique, c'est un bras armé du politique. Mais Philippe Moura, oui, il a CND, non?
Tu dis? Il a un CND, non? Non, c'est directeur de la maison des métallos. Ah, ok, mais t'as ouais. Donc voilà, qui est toujours très en lien avec. Ah, c'est Christian Tamé qui a un CND. Christian Tamé, oui, c'est le Château Vallon. Voilà. Et qui a fait beaucoup à l'époque pour Actuelle Force. Ouais. En particulier pour les Ikanji également. Ouais. Avant que ça parte en cacahuète. Parce qu'à un moment donné, c'est ça. C'est que nous, on a nos codes. En face, on nous impose nos trucs. Et à un moment donné, la vérité sort. Et tu peux pas aller contre tes valeurs, tu peux pas aller contre toi. Et on est toujours en clash avec l'institution. Alors que quand on parle de culture, on est les premiers en France. Si on parle de démocratie, le pouvoir à la majorité, c'est nous la majorité. Mais on n'a rien. Pourquoi on n'a rien? Parce qu'il n'y a personne pour aller défendre les bails. Donc voilà, en gros, ce que je pourrais te dire, mon cher Yuval, pour résumer. Je vois, t'es le premier mec que j'interviewe où j'ai même pas besoin d'exister. Bah, t'existes, si, parce que déjà, voilà, tu me permets d'exister. Je pense que pour beaucoup me connaissent, mais beaucoup ne me connaissent pas. Et je tiens à te big up justement pour ton initiative. Bah, moi, pour ton énième initiative, parce que voilà. Mais moi j'ai été choqué par toi quand on avait la décision, quand on avait la discussion en Battle of the Air. Mais je me suis dit, c'est quoi cet ovni? Carrément, on n'osait même plus parler quand tu parlais. Tellement tu connaissais tout. Bah, je connais, non, je connais pas tout le côté aspect financier, institutionnel, pourquoi les choses en sont là, je sais administratif, tout ça. Voilà. Alors, bon, et au-delà de l'administratif, c'est pourquoi aujourd'hui le hip-hop en France, il est développé comme ça. C'est ça, moi, que je peux apporter. Tu vois, un mec comme toi, tu vas savoir le mec, quand est-ce qu'il a commencé, ses spécialités, avec qui il a dansé, ce qu'il a fait à tel battle. Un mec comme Greg, pour moi, voilà, c'est un technicien. Tu vois, si on avait la fédération, comme les techniciens de la Fédération Française de Foot, le mec qui te décrypte, c'est un tueur aussi dans son domaine. Tu parles avec un mec comme Salim Yann, il connaît toute l'histoire également, mais avec lui son côté, tu vois, Berther, Péchu, Tiekar. Un mec comme Samir, il va être lui comme Lawari, tu vois, une forme de sagesse. Un autre que je big up, Domka. Domka, c'est bon. Pareil, parce que toujours la transmission, les bonnes valeurs, voilà, c'est tous ces gens qui pour moi font avancer qui font avancer la danse hip-hop. Il y en a plein d'autres, mais c'est des gens qui sont sincères, qui n'ont jamais tortillé du cul. Même un mec comme Bruce, on peut leur reprocher beaucoup de choses. Je sais comment il se tape pour son événement, il reste quand même pour les danseurs. Après, tu es dans une grosse matrice, il y a beaucoup de critiques, parce que dès que ça fait entre guillemets commercial, oui, mais le mec il a jamais lâché. Voilà, c'est ces quelques personnes. Ouais, et puis c'est un événement qui est très important pour Paris, très important pour les danseurs. Ouais. Et quand il n'est pas là, on l'a vu, hein, quand ça a manqué un petit peu, pour les danseurs c'était un rendez-vous qui manquait, et la ville de Paris a vu aussi au niveau politique comment ça participait à son rayonnement. Moi ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que le Chill in the City devienne le juste bout en break pour le rayonnement, tu vois, de Paris et de Marseille. On aussi. Et pour la France et à l'international. Donc voilà, tu vois, un petit peu mon truc. Donc un passionné comme toi, comme beaucoup d'autres. Moi je danse plus, je rappe plus. Il y en a qui sont beaucoup meilleurs, beaucoup plus forts que moi, beaucoup plus légitimes aussi pour le faire. Et là tu vois, pour tout te dire, je suis revenu un petit peu à mes premiers amours, parce que la passion c'est bien gentil, mais c'est aussi des blessures, c'est des souffrances. Le hip-hop, il y a ça derrière. Et là je suis revenu à mes premiers amours où je suis en mode directeur de structure jeunesse, dans le social, avec les familles. Parce qu'on a beaucoup reproché aussi au hip-hop. Le hip-hop c'est pas du social, faut pas oublier qu'on vient de là. C'est voilà, social, socio-culturel, culturel. Et c'est voilà, aller vers l'excellence de ce qu'on est nous-mêmes. Et il faut tout, et le hip-hop, il faut tout. Ce qui nous manque, c'est un peu justement les politiciens, les économistes, ceux qui portent la parole spirituelle aussi du hip-hop. Tu vois, tout à fait des reproches par rapport toi à tes origines, comme d'autres, parce qu'ils sont musulmans, machin. Le hip-hop, on s'en bat les couilles de tout ça. Mais la question qui me taraude. Toi, tu es à la base de tellement de projets. J'étais pas forcément à la base, mais j'étais là quand ça s'est fait. Ouais. Voilà. Et je me dis, mais j'ai l'impression que les gens n'ont pas de reconnaissance en fait. Dans le hip-hop, toi-même, tu sais, Yuval, tu fais partie. Mais nous, alors à nous. Nous, le chill, tu verras que ce sera différent. Après, j'ai jamais fait les choses en attendant d'une reconnaissance. Par contre, je supporte pas le mensonge et les manipulateurs. C'est ce que je vais pouvoir reprocher à un mec comme JM, mais je le dis ouvertement, il le sait. Moi, je suis pas dans la recherche de reconnaissance, je parle de blessures. Tu t'es déjà assis avec JM et parlé?
Parce que quand tu le vois, JM, il a l'air sympa. Mais je te dis, encore une fois, je ne juge pas la personne. Ouais, je pense pas que les postures et je pense pas que ce soit un mauvais goût. Maintenant, on va demander aux Lyonnais ce qu'ils pensent de JM. Ouais. Tu vas rigoler. Voilà, et on posera la question aux Parisiens dans un an. Pour l'instant, le gars, faut qu'il se fasse aimer. Il n'a pas le choix. Faut qu'il se fasse aimer parce que là, il va quand même ouvrir le premier lieu historique hip-hop à Paris. C'est pas rien. T'as pas le droit à l'erreur. Pour moi, t'as pas le droit à l'erreur. Ici, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. L'intérêt d'être gentil avec les gens. Mais pourquoi un mec comme JM, avec toutes les compétences que t'as, parce qu'il faut vraiment être con pour pas te voir ou pas t'entendre, et pourquoi il t'a pas incorporé dans le projet, par exemple? Parce que j'ai jamais souhaité moi à vouloir peser. Parce qu'un mec comme JM et un mec comme Nasty, la première fois que j'aurais parlé de ce projet-là, c'était en 2009 à Nantes, quand on officialisait le Buzz Booster. Et je le redis, c'est moi qui ai posé ce truc-là. Le nom vient de Lyon, du magasin Buzzman, d'un mec qui s'appelle qui tient son magasin où tous les petits rappeurs, c'est le T-Carrot, l'équivalent de T-Carrot voilà. Malheureusement là j'ai un petit trou de mémoire, mais qui est le mec qui fait tous les petits rappeurs du coin vont chez lui. C'est parce que justement ils n'étaient pas programmés dans le cadre de l'original dirigé par JM, avec commande de Najat Belkacem, Gérard Collomb, faut le dire, c'était les élus de Lyon, c'était une commande politique. D'abord, tu réunis tout le monde pour faire style, et puis l'année d'après, une fois que tu as bien, tu le fais tout seul, non? Et c'est toi qu'on finance et on te donne les lieux. Et donc, Bilal, voilà, le nom est revenu, donc big up aux dédicaces à Bilal de Lyon. C'est lui qui a créé le Buzz Booster. C'était quoi? C'était, on fait une tournée des maisons de quartier, de Vénissieux, Vaux-en-Velin, machin, et le vainqueur, eh ben, il aura la première partie d'une des têtes d'affiche de l'original. Ce qui justifiait à JM que Georges fait de l'action culturelle et je donne la place aux acteurs locaux. Ouais. Ça venait pas de lui. Nous, on a juste gardé le nom, sachant qu'à l'époque, on développait déjà un dispositif d'accompagnement où, tu vois, il y a 12 festivals. À l'époque, Bruno était le directeur de Paris Hip Hop, était le directeur de Radio Génération. Canal Street était au taquet. Il y avait encore Rap Mag qui existait. Voilà, on avait toutes les entrées au niveau médiatique. Le vainqueur du Buzz Booster, tournée nationale des gros festivals hip-hop en première partie de la tête d'affiche. Tu vois, pour te mettre, il y avait tout ça derrière. Et c'était des artistes qui sortaient en n'étant pas passés par Skyrock, parce qu'il y avait ça aussi, tu vois. Indépendant. Tu vois, voilà, le côté autonome indépendant. Un mec comme JM, comme Nasty, quand je leur ai parlé de ce projet-là, donc à Nantes en 2009, les premiers, voilà. Quand après j'entends dans ces interviews dire ouais on est venu me chercher ceci, cela, le mec ce qui te récite, il te récite par cœur comme ce qu'il a fait à Lyon, c'est la parole des autres. Il s'est fait son place à Lyon grâce aux B-Boy Breakers de Lyon, les frères Milon, actuellement en Guadeloupe depuis des années, qui développent à fond là-bas leur événement et qui sont sur la transmission. C'est parti en couille leur projet à Lyon à cause de ce mec-là. À l'époque il avait les entrées avec la Yuma Production qui était anciennement la Lyonnaise des Flots, qui tournait tous les gros artistes Skyrock. C'est comme ça qu'il a réussi à devenir incontournable avec les petits mecs qui faisaient leur festival en Bretagne, où au début le Nico, quand il organise Hip Hop Session à Nantes, il connaît pas les grosses têtes, il sait pas comment les avoir. Ben voilà, ça passe par JM. Et donc JM, moi je le fais flipper, je connais tous les dossiers, je connais le mytho, je connais son incompétence, je connais son niveau de compétence, mais aussi ses incompétences, et je connais comment il est manipulateur et comment c'est un bras armé de politiciens. Il est arrivé là parce que c'est la génération des réseaux politiques, Najat Belkacem, Bruno Julliard et patati et patata. C'est pas une reconnaissance du mouvement hip-hop et du milieu hip-hop. Les gens dans le milieu, JM il est pas très connu dans le milieu. Il est connu par certains. À Lyon, mais je veux dire à Paris les gens savent pas vraiment qui est JM. Après, pour moi connu ça veut dire pas juste donner le nom d'un événement, mais donner un peu le parcours de la personne. Tout à fait. Et même moi, je sais pas. Et un mec comme ce mec-là, à part les gros groupes de rap, parce qu'il parle de l'original festival du rap indépendant, c'est pas vrai. Tous les mecs sont signés en major sur des labels en licence en major. Tu vois ce que je veux dire? À part la Secret Connection, parce que ils ont toujours. Mais quand tu programmes Oxmo Puccino, qui est parrain de ton événement, Big Up Oxmo, parce qu'on se connaît un petit peu aussi, t'es pas dans l'indépendance. Faut arrêter. Quand t'as des publics ennemis et compagnie, t'es pas dans l'indépendance.
tu vois ce que je veux dire. Et quand c'est toi qui as le monopole des lieux et qui a le budget, l'argent public pour les programmer, c'est pas compliqué. Toi, on te donne une salle, on te donne la thune en centaines de milliers d'euros. T'es la star, tout le monde vient me sucer les boules. Parce que tout le monde veut être sur scène, tout le monde veut prendre son cachet. Là, ils sont tous là, JM, ouais, la place, génial, super, parce que tout le monde croit qu'ils vont être diffusés là-bas. Ils croient que la place, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de projet. Le projet, c'est moi qui l'ai écrit. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et pourquoi, pour répondre à la question, pourquoi? Parce que un mec comme Nasty, un mec comme JM, Nasty, j'ai encore du respect pour lui. JM, dans ce qu'il fait, j'ai pas de respect. Je respecte la personne, mais pas le personnage et les compétences. Parce qu'il en a pas. À part savoir se mettre bien, et savoir bien parler avec les élus politiques et récupérer la parole des gens du hip-hop, pour moi, il ne représente rien. Il ne représente rien. Et c'est le malheur qu'on a. C'est le Thomas Raymond avec la Wari à Montpellier. C'est le même genre d'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Ben voilà, c'est toutes ces histoires. Donc, un peu de polémique, on aime bien le croquant. Ça va peut-être faire parler un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la polémique. Pour ça, tu t'es vachement calmé quand même à ce niveau-là. Ouais. Tu es devenu vachement fédérateur de plus en plus. Mais comme c'est vrai que tu as raison. Quand tu es sur une parole positive, tu fais 10 vues, tu es dans le clash, tu fais 10 000. C'est ça aussi le paradoxe avec les gens, tu vois. Si t'es pas dans le croquant, dans le craquant, les gens, voilà, ça les intéresse pas. Donc, mais voilà, je pense que en France, tu fais partie de ces gens-là, comme des Mourad, tu vois, donc des Mourad Merzouki, comme des Mounir, parce que Mounir est en train de développer, il y a du projet qui arrive derrière, Vagabond, Momo, ce que développe Vagabond avec Momo, Montpellier, c'est du très très lourd aussi, c'est exemplaire pour moi, c'est exemplaire. Et donc je pense que si on arrivait à se mettre tous ensemble, en reconnaissant qui est compétent sur quoi, en se fédérant, en montant une structure qui n'est pas forcément une énième association. Moi je suis plus sur le délire coopératif, voire société, ce qu'a compris Greg avec Sid pour le chill. Voilà, parce que les associations, dès que tu fais un truc avec ton association, petit procès verbal, à chaque fois c'est déposé en préfecture, qui est toujours sous le contrôle de l'institution. Quand tu es en entreprise, tu es moins sous le contrôle, tu es plus dans la liberté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent public, comme beaucoup de gens le savent aujourd'hui, il n'y en a plus. Dire que cette exception culturelle française, l'exception culturelle, c'est pas genre on est les meilleurs artistes du monde, c'est qu'on est le seul pays au monde où 60 à 80% des projets culturels en France, c'est de l'argent public avec un statut d'intermittent. Là, je leur souhaite pas pour ceux qui le sont, mais en gros, octobre-novembre, le statut il saute, lequel n'existera plus du tout comme il existe actuellement s'il ne saute pas complètement, et les financements publics, il n'y en aura plus. Donc ce sera du privé. Et le privé aujourd'hui en France, il ne sait pas travailler avec nous. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a, quel intérêt il a? Ailleurs, il finance le même panneau qu'un parc 3 avec son gros logo, 4 sur 3, où il va mettre 50 000 €. Mais en France, il donne 3 t-shirts, 4 casquettes, il a le même panneau. Et aujourd'hui, on va lui demander de mettre 50 000, il s'en bat les couilles. Le privé, il n'a pas envie de mettre. Donc c'est toutes ces cogites qu'il faut avoir. On parle de Red Bull. Voilà, Red Bull, c'est bien. Pour certains, ça fait rêver. Et ils font quoi réellement pour le b-boying et pour développer les choses? En France, pas grand-chose. Voire rien. Rien. Un ou deux événements par an. Il y a des événements, il y a des mecs, tu vois, entre guillemets, des porte-drapeaux, même s'il n'est pas dans la revendication, mais il porte le logo quand même, un mec comme Ilou. Je pense à un mec comme Zoubir aussi, on ne dit pas Zoubir. J'ai le Battle Pro, Marseille Battle Pro, qui travaille avec Red Bull, sur tout ce qui est workshop, camp et ainsi de suite. C'est bien, mais qu'est-ce que ça fait vraiment pour le mouvement hip-hop dans son ensemble? Pas grand-chose, à part que ça bénéficie du marketing d'une marque, mais pas pour le hip-hop et ses acteurs. Voilà, et je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu où Red Bull a sa place, nous on a notre place et tout le monde. Je parle même pas forcément de faire des millions. Je leur ai dit 800 millions d'euros, c'est ce que génère la culture hip-hop en France en termes de chiffre d'affaires. 800 millions d'euros. Voilà, faut se le dire. Qui c'est qui touche ça? C'est pas nous. Donc voilà. Voilà Yuval. Très bien. Grand merci à toi. Peace. Peace. Un sacré phénomène, c'est vite. T'en es un beau aussi.